C'était vraiment les pires des situations, tu sais, tous les silences punitifs et trucs comme ça. Je prends un appartement à Bruxelles qui me coûte la peau du cul et mon business est en train de couler. Comment je fais, moi, pour toujours être celle pour qui ça fonctionne pas? Alors les filles, ici, on va aborder aujourd'hui un sujet qui nous a été proposé par une amie. Dimi, si tu m'entends. Si tu nous écoutes plus que tu m'entends, parce que tu peux pas nous entendre, parce que je suis encore trop dans là. Si t'es là, Dimi. Putain, quand t'as fait ça. Elle va le faire, elle va le faire. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Non mais bon, qu'est-ce qu'elle avait dit, Dimi? Je peux écouter le vocal si tu veux. Je trouverais ça trop intéressant, sachant qu'en plus, je connais ton pan de l'histoire de cette situation-là, mais que vous fassiez un épisode où t'expliques justement que voilà, vers 30 ans, elle était mariée, qu'elle est tombée enceinte, nanana, et que toi, t'étais dans une période de ta vie où t'avais l'impression que ça serait impossible pour toi et que ça t'arriverait pas, et que justement, comment, en tant que jumelle, vous avez géré cette phase d'être les mêmes genre physiquement, de vous entendre aussi bien mentalement, mais d'être dans des moments de vie si différents. Et toi, étant la personne qui te sentait entre guillemets en retard ou quoi que ce soit par rapport à elle, comment est-ce que tu l'as vécu, mais elle aussi, comment est-ce qu'elle a vécu le fait de elle avancer et en même temps qu'elle avançait, de voir que toi, tu la suivais pas entre guillemets dans ce chemin de vie et comment elle te rassurait par rapport à ça et tout. La première sœur, c'est toi. Mariée, qui a une situation professionnelle stable, qui est en l'attente de son premier enfant. Et la deuxième, c'est moi qui suis célibataire après un énième échec amoureux, qui reprend un peu un travail de merde, il faut le dire. Je dis la vérité. Alors moi, j'ai pas de filtre. Moi, j'ai pas de porte de derrière. Du moment que tu on va pas faire porter le cartable, moment ok? que tu ne nommes pas, que tu n'insultes personne. Ça commence par un et ça finit par un mais je mettrai des bips. Des bips par un. Je resitue un peu l'anecdote. Le contexte, ouais. On est en 2000... été 2021. Quand je me suis mariée? Non, été 2020, quand Nico, mon beau-frère, fait la proposition. La demande de en chameau. mariage. La demande en mariage à ma sœur. Alors, moi, je savais. T'es au courant de tout. Je me rappelle plus dans les détails, mais bref. Donc voilà, c'est vraiment un truc de ouf. C'est le premier mariage vraiment autour de nous aussi. Il n'y avait plus de mariage depuis longtemps. Donc c'est l'effervescence, on cherche les robes. Moi, à ce moment-là, je lançais ma collection. Donc j'ai voulu faire ta tenue de mariage civil. J'ai fait ton tailleur, ta petite coiffe. Enfin, c'était trop beau, c'était génial. Et c'est vrai que moi, dans le même temps, je vivais une situation qui était très difficile parce que j'étais en couple avec quelqu'un qui m'a fait extrêmement souffrir. Là, c'était vraiment l'horreur. Trop de balles. Trop de balles. C'était vraiment les pires des situations, tu sais, tous les silences punitifs et trucs comme ça, genre une atmosphère très lourde qui font qu'à un moment donné, tu sais même plus si t'as tort ou tu as raison. Tu ne sais plus. Tu ne sais plus sur quel pied danser. Bref, contexte vraiment très pesant. Et en même temps, en parallèle de ça, ma sœur qui est assez heureuse dans sa vie, les choses se développent et je vois que t'étais une relation... t'étais avec Nico depuis combien d'années quand vous êtes mariés? 5 ans. Donc c'était déjà une relation qui était là depuis un bon moment, qui avait de l'avenir, qui semblait... qui était très stable, etc. Tu finissais aussi tes études de médecine à ce moment-là. Et Nico aussi. Donc vraiment, vous formiez un espèce d'ensemble très, très équilibré, très harmonieux. Tout ce que moi, je n'avais pas. Puis voilà, au moment du mariage, lui et moi, on se quitte en juillet. Fameux moment où je me fais insulter devant tout le monde dans un café à Mons. De bip espèce de pute. Génial. On va retrouver la séquence. Je crois que vraiment un moment hyper traumatisant. Et le lendemain, on partait à Paris avec ma sœur pour acheter les tissus pour son tailleur et pour essayer les robes chez les prêteuses. Et bah oui, c'est vrai. Tu te rappelles, ça, c'était cool, ça. Et donc, moi, j'ai la mort dans l'âme dans la voiture parce que j'ai passé 2h30 sur la route avec ma sœur qui réussit tout. Et moi, je viens encore de me prendre un putain d'échec dans la tronche. Et je suis encore... mon corps est encore sous le choc de la soirée de la veille. Et je me rappelle qu'en voiture, je vous ai à peine t'en parler
je te dis pas trop ce qui s'est passé et puis finalement je te le dis quand même. Longtemps après, je crois. Ouais, je crois que j'ai pas voulu gâcher cette journée. En tous les cas, j'ai pas voulu prendre la place de quoi que ce soit. Et donc du coup, bah voilà, bon, après c'est le mariage, on va tous dans le sud de la France pour les préparatifs de ton mariage. Et je souffrais beaucoup. C'est pas que j'avais oublié cette situation qui me faisait de la peine. Tu l'avais mise de côté. J'avais mise de côté parce que c'était ma sœur, c'était son moment à elle. Et puis, ben voilà, toi tu te maries, c'est superbe, franchement c'est une grande réussite visuelle. Et bon, sentimentale aussi, bien entendu, il n'y a pas que visuel. Et puis le temps passe, je pars complètement en vrille, je prends un appartement à Bruxelles qui me coûte la peau du cul et mon business est en train de couler parce qu'en fait, j'étais en dépression, j'arrivais plus à sortir la tête hors de l'eau. Je donnais vraiment beaucoup le change, je trouvais que ça allait, mais à l'intérieur, vraiment, tout s'effondrait. Jour après jour, je sentais que je perdais du terrain parce que j'étais mal. J'étais vraiment mal. Et d'un autre côté, je voulais pas trop le faire comprendre parce que toi, tu vivais des chouettes moments. Et du coup, après ça, finalement, j'arrête mon business de ce moment-là. Je prends un travail de merde. Parce que je me dis, ok, là, j'ai trop de trucs à payer. Je remets mon appart à Bruxelles qui était incroyable. Et à ce moment-là, je retourne dans ce travail de buronnière. Vous êtes buronnier ? Je ne supportais pas ce travail, mais bref, ça me permet d'avoir une stabilité plus ou moins normale. Et puis à un moment donné, tu m'annonces que tu es enceinte. Et là, je suis hyper heureuse. Franchement, en plus, c'est moi la marraine, donc voilà. Et d'un autre côté, je me dis, mais putain, mais comment je fais, moi, pour toujours être celle pour qui ça fonctionne pas ? Comment je fais ça ? Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, ok, et c'est peu de temps après que tu m'as annoncé ta grossesse, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Et j'ai vraiment essayé de passer le Karcher. Vraiment, j'ai tout déblayé, j'ai essayé de tout remettre en harmonie. Et après ça, plus tard, mois d'août, c'était en octobre que tu nous annonces la grossesse. Et au mois d'août, quand vraiment je m'étais bien remise au sport, j'avais vraiment les rênes de ma vie en main. Après, je rencontre Simon et bon, on connaît la suite, tout commence à aller un peu mieux. Et puis, un autre moment fait que je me sens encore toujours celle qui perd et qui réussit pas. C'est quand, après le mariage, je tombe enceinte et je perds le bébé. Et à ce moment-là, toi, tu m'annonces que tu es enceinte du deuxième. Et là, je me dis, quand même, est-ce que ça veut dire que, en fait, moi, je dois pas, moi, j'ai pas droit à tout ça? Est-ce que ça veut dire ça? Et je me rappelle ce jour-là, toi-même, t'étais désolée de me l'annoncer que t'étais enceinte. Ah, j'en ai chialé de ça. Ah ouais? Bah, j'étais heureuse d'attendre un enfant, mais j'en ai pleuré beaucoup parce que je me disais, parce que malgré tout ce que tu expliques, tout ce que tu racontes, c'est une forme de culpabilité pour moi. Ouais. Même si j'ai jamais douté que tu allais finir par vivre tout ça, c'est vrai que le fait de te voir comme un petit oiseau qui a pas très bien pris son envol, ah ouais, c'était vraiment ça. Ça me faisait mal parce que je me disais, pour moi, la personne qui mérite le plus sur cette terre, c'est toi. Et j'avais des envies de meurtre, certes, mais j'avais envie de t'aider. Je voulais que... C'est pas, c'est ma journée, va te faire foutre, jamais de la vie. Mais voilà, c'était une partie... Mon cœur était un peu blessé quand même de voir que tu n'y arrivais pas. Tu vois, ça me faisait du mal. On n'en parlait pas. Ben non, parce que ça aurait trop statué sur les choses. Et comment te dire à toi que... Alors que de l'extérieur, ça donnait ça. Moi, j'avais tout. Et je vais dire, je suis triste pour toi. Enfin, ouais, c'était un peu compliqué comme sujet. Et puis surtout, on vivait une période très difficile aussi à ce moment-là. Ouais. Et tout simplement, tout était... on cherchait systématiquement dans toutes les situations à nous tirer un peu vers le haut. Et surtout, à jamais parler de choses tristes. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais on voulait plus porter de noir, on voulait plus... On portait que des couleurs, des trucs super vifs, super... au boulot, on me prenait pour une tarée, parce que j'étais toujours habillée
Le contexte pour l'expliquer, c'est qu'on avait perdu notre grand-père de manière assez foudroyante. En fait. Alors, on peut dire que voilà, le fait de perdre un grand-père, c'est extrêmement banal. Et en fait, on s'en fout, c'est banal pour la plupart des gens, surtout que ça... Beaucoup de gens sont permis de minimiser les choses. Hein. Pour ça, t'es triste, en fait, t'es que ton grand-père, donc ferme ta Bah boîte. ouais, c'est ça. Moi, je comprends pas parce qu'on s'en fout. Double peine. On s'en fout que du rendre la personne... Donc, parce que tu perds ton meilleur ami, ça te fait de la peine, c'est plus légitime que la peine que ça peut te faire si tu perds ton grand-père. C'est énorme, mais c'est que simplement les gens sont toujours extrêmement auto-centrés et que si eux n'avaient rien à foutre de perdre leur grand-père ou leur grand-mère, ben, on va dire qu'est-ce qu'elle chiale elle. Ouais. Sauf que si tu parles à quelqu'un pour qui le grand-père ou la grand-mère a eu une place déterminante dans sa vie, là il va te comprendre et là ça te soulage. Enfin bref, c'était le contexte, assez triste. Et malgré tout, il y avait quand même des éléments positifs, à savoir que il y avait le mariage, mais à ça s'ajoutait effectivement la difficulté pour moi de te voir pas amoindri, mais c'est comme si tu devais tirer une balle dans le pied, quoi. T'essayais d'avancer et t'y arrivais pas, et bordel, ça me faisait vraiment... C'est vraiment du mal. Bordel. Non, mais c'était dur, et donc effectivement, après ta fausse couche, quand je suis retombée enceinte, je crois que c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé. C'est putain, ma soeur, qu'est-ce qu'elle va dire? Je savais très bien que t'allais rien dire. Ah non. Mais c'est dur de se dire pourquoi moi c'est facile. Moi, d'ailleurs, au début, j'ai hésité. J'ai pas dit tout de suite en réalité. Hein. Bah si, du coup. À toi, oui. T'as fait un FaceTime pendant que tu faisais le test. Oui, toi, oui. Coupe. Oui, non, toi. Mais le pire, c'est que c'est toi qui m'a fait réaliser, qui m'a dit, Jou. Ouais, j'ai dit, fais un test. Fais un test. Je me non. Si, fais un test. Ça donne un petit Paolo. Ouais. Voilà. Après, il y a ce que les gens te font comprendre. Est-ce que tu comprends vraiment? Parce que moi, j'étais un petit peu... Je me sentais pas moins bien, mais j'ai pris un mauvais chemin. Et j'ai l'impression qu'autour, on nous le rappelait facilement, tu vois. Ça, c'est dans les deux sens, tout le temps. Moi, je me rappelle, quand on était plus jeune, c'était galère, quoi. Parce qu'on avait 15-16 ans. Elisa avait une chevelure bouclée. C'était magnifique. C'est beau temps. Et elle avait des dents magnifiques. Et moi, j'étais là... Elle a plus de dents, maintenant. Elle a plus de dents. Remettez vos dents, madame. Non, et c'est moi, pas ça. Et moi, j'étais là. J'étais moche. T'exagères. J'avais un appareil dentaire toute ma vie, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que tu l'as longtemps. J'arrivais pas à me saper. J'étais franchement, ça n'allait pas. Mais j'avais 14 ans, ça c'est vraiment le. J'avais la pathologie de l'adolescent, quoi. J'étais moche, tu vois. Et à chaque fois, elle me disait, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ta sœur. Je suis bien longtemps. Jumelle, putain. Et donc, pendant mon adolescence, j'ai quand même un peu évolué avec à se dire, ok, il y a une version qui est beaucoup mieux à côté, mais c'est pas grave parce que moi, comme on l'a dit, on ne s'envie pas, on n'est pas jalouse l'une de l'autre et donc c'était pas grave. Mais le complexe était tenace. Ouais, mais bon, après, je veux dire, c'était uniquement sur l'apparence que les gens te rappelaient temporairement qu'il y avait une différence. Mais quand on arrive en vacances dans notre famille en Sicile, et tu te dis, bon, allez, ça va, c'est cool. Et j'ai ma tante qui me chope comme ça par le bras, hein, et qui dit, qui me pince le gras du bras, et qui dit à ma sœur, mange, au moins ta sœur, elle a de la viande sur les bras, c'est mieux. Je dis, bon, c'est pas de la viande, c'est de la graisse. C'est ce qu'on retire de la viande, généralement. C'est ce qu'ils font quand on la cuit. Je me dis, oh, mais bordel, mais même ici, on m'emmerde. Je veux dire, je me sentais déjà un peu avec une guerre en retard, mais t'évolues dans un domaine qui, socialement, est très bien vu. T'allais devenir médecin. Moi, j'étais entre styliste, boutiquier. Non, j'avais une boutique de vêtements. Là, son petit négoce. Mon petit négoce. D'ailleurs, personne n'a jamais compris ce que je faisais. Rien que ça. Personne n'a jamais compris ce que je faisais vraiment de ma vie. Après, c'est vrai que moi, parfois, j'ai eu du mal à expliquer. Mais dès que tu sors un peu des sentiers battus et que tu as envie d'explorer des pistes un peu différentes, les gens comprennent plus ce que tu fais. Je veux dire, il y avait qu'à demander à nos parents de dire ce que je faisais. Il n'y avait jamais 2 fois la même définition. Et il y avait toujours petit dans leur définition. Ouais, d'accord, mais je veux dire, c'est pas parce que j'ai des études de médecine que j'étais forcément mieux considérée. Ben, c'est parce que tu le voyais pas, mais je vais dire, allez... Putain, je me rappelle une fois, j'étais avec Nona, on était dans un magasin, et il y avait un espèce de médecin ou kiné, je sais pas qui la reçoit, je sais pas trop.
Il demande quel âge j'ai, parce qu'on parlait de voiture et je faisais encore très jeune à l'époque. Il n'en revenait pas que j'avais une voiture alors que j'avais quand même déjà 25, 26 ans. Donc bon, voilà. J'avais une voiture. Et, en état de Virginie. Et alors là-dessus, Nona dit, elles sont jumelles, il y en a 2 comme ça. C'est toujours le sujet, quoi. Il n'y en a pas une, il y en a 2. Ah bon? Et alors, le monsieur me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, étant donné que j'étais en âge de travailler et puis en âge de conduire. Et je commence à dire avec beaucoup de peine, parce que je ne sais jamais comment définir mon job, étant donné qu'il est tellement changeant. Et je commence à bégayer un petit peu, et Nona me coupe la parole pour dire, oui, mais ta sœur est médecin. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, ma sœur est médecin. Ma sœur est médecin. Donc moi, je ne suis rien du tout. Et donc, je m'en vais. Alors, pour moi, ça me semble très linéaire, tout ce que je fais. Il y a une évolution dans chacun de mes projets. C'est un projet qui emmène un autre. Et je sais que j'aurais pas pu y arriver si je n'avais pas fait le précédent. Mais il y a que moi qui le sais, ça, tu vois. Du coup, je veux dire, s'il y avait, je sais pas moi, si c'était acquis dans notre société que tout ce que j'ai fait est valorisé, alors ce serait valorisant d'en parler. Mais moi, quand quelqu'un nous croise et nous dit « Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» et qu'à chaque fois, je me recule de plus en plus, je laisse passer toi, je laisse passer Luca, et puis c'est moi. Moi, je suis... Oh, mais tu fais chier aussi, présente-toi en premier. Vous connaissez Patrick Bruel? Mais c'est pas ça. Vous voulez faire de l'argent? J'ai l'impression d'être, tu sais, une personne qui vend des faux parfums en sac noir. Grand manteau. Ça sent comme le Chanel, mais ça ressemble pas au Chanel et ça coûte pas le Chanel. Mais donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a eu un moment où on a été pas synchro, on a été assez différentes, tant dans l'apparence, tant dans le poids, tant de tout ça, que ça a été chaud, tu vois. C'est vrai que si on n'avait pas été comme on est, ça aurait pu un peu nous diviser. Complètement, mais jamais de la vie. Comment tu me rassurais? Justement, on se rassurait pas vu qu'on n'en parlait pas. Et puis, j'avais tellement pas envie... c'était tellement horrible de me l'avouer. Je préférais ne pas y penser, moi. En fait, moi, non. Je crois que je compensais différemment. Je compensais en faisant beaucoup de sport, en prenant vraiment soin de moi. J'avais besoin, à un moment donné, de gagner sur quelque chose. Le poids a toujours été une lutte pour moi. Et j'avais besoin de me dire, ok, ça au moins je maîtrise. C'est vrai que c'était une situation très difficile où j'avais plus le contrôle du tout. Je me tenais plus au bord, là. C'était fini, j'étais au milieu de la mer. J'étais revenue à Mons, j'étais revenue chez maman. Donc, autre régression. Quand t'as ton appart et que tu viens vivre chez ta mère, c'est que, clairement, ça ne va pas. Mais après, j'étais super bien. C'est vrai que ça t'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien, parce que vraiment, ça faisait partie de mon process où je voulais tout reprendre depuis le départ et mettre de l'ordre dans tout ça. Mais je sentais bien que je n'y arrivais pas, vraiment, parce que j'avais beau remplir mon quotidien Je me disais, ok, entre 9h et 17h, je sais plus bien les horaires, je travaille. À 17h20, j'ai pris assez de temps que pour rentrer à la maison, prendre mon sac de sport, filer à la salle où je restais 2 heures par jour. J'allais 5 fois à la salle sur la semaine. C'est magnifique, ça. Ah ouais, c'est magnifique. Mais bon, en fait, c'est... Tu réalises, moi j'ai réalisé que je n'ai pu me dédier au sport à fond, de cette manière-là, que parce que par ailleurs j'avais une vie vraiment triste, tu vois. J'avais plein de gens autour de moi, j'avais plein d'amis, j'avais plein de gens. J'étais pas seule, mais j'étais triste. Et du coup, je sais pas, continuer à faire du sport, c'était juste essayer de me remettre en contact avec moi. Parce que tu gérais quelque chose. Exactement, je contrôlais quelque chose. Mais je me souviens que c'était une période difficile parce que je comprenais que ça n'allait pas. Je comprenais parce que malgré tout, on se dit tout, mais on se dit pas tout. Et des fois, on met pas vraiment... On dit vite fait ce qui se passe, mais on détaille pas parce que c'est peut-être trop lourd pour nous, c'est pénible. Globalement, ça nous saoule déjà de vivre un truc de merde, donc on n'a pas forcément envie de le revivre en parlant. Ça, c'est pas mal du tout parce qu'au moins on se fait pas chier toujours les mêmes histoires. Et donc, je voyais que ça n'allait pas et que tu retombais dedans tout le temps. Et je me disais, qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour t'aider, pour se tirer de là. Et un jour, t'es allée voir Letty. En fait, un jour, je discutais avec une fille sur les réseaux sociaux. Donc, je mettais en avant les entreprises, les petits business sur Insta.
Et cette fille, elle m'envoie un message. Il n'y a pas de photo de profil, rien. Je sais pas qui c'est. Et elle m'explique qu'elle est cartomancienne. Moi, je me dis ça un peu... c'est quoi ces couillonnades, tu vois? C'est ce que tout le monde pense. Malgré tout, je partage et je suis un peu... ma curiosité a un peu piqué au vif. Donc, du coup, je commence à échanger un petit peu avec elle. Et par message, je la trouve comique. Et je lui dis, bah allez, file-moi un rendez-vous. Et 2 semaines passent, j'arrive au rendez-vous. Je connais pas cette fille. Je l'ai jamais vue. Et elle me dit, je me rappellerai d'elle toute ma vie. Elle ouvre, elle avait une espèce de long poncho, des talons aiguilles, une clope au bec. Assieds-toi, j'ai des choses à te dire. Et donc, je m'installe, elle me dit, alors elle nous prépare un jerrycan de thé. Et elle me dit, bon, au-delà de tirer les cartes, je vois des trucs. Je sens des trucs. Et depuis toujours, c'est à moi à gérer un peu ça. Mais à l'instant où tu m'as écrit ce message comme quoi tu voulais prendre rendez-vous, ça fait donc 2 semaines que j'ai une présence qui s'est collée à moi et qui était de plus en plus forte. Elle dit, j'ai la capacité de entrer en communication ou non avec ces présences. C'est elle qui choisissait. Ouais. Au début, elle savait pas que c'était en lien avec moi, avec ma venue. Et puis après, elle a dit ok. Elle dit un jour, je me suis mise sur le bord de mon lit, je me suis réveillée et j'ai dit ok, c'est bon, je t'écoute, qu'elle a dit à la présence. Et en fait, cette présence, mais c'était Nono. Et donc, moi, j'arrive dans son salon, là, elle commence à m'expliquer tout ça, et elle me dit, ton grand-père veut te dire quelque chose, il veut te transmettre l'information, donc elle me le décrit, donc je comprends avec tout ce qu'elle me dit. Elle me dit, c'est une personne qui t'appelait Lisette, et j'avais jamais écrit nulle part. Bon, après, Lisette à Lisa, c'est pas que c'est hyper différent, donc on pourrait imaginer que c'est une occurrence, et bon, pas forcément un signe, mais moi, j'ai pris le parti de le prendre comme ça à ce moment-là, et elle me dit qu'il te transmet ce message, tu sais très bien ce que tu dois faire. Et sur le moment, je dis, mais quoi? Et t'as pas plus vaste comme message? C'est vrai que ça, tu te dis, mais il n'y a pas un contexte, il n'y a pas un autre truc qui veut me dire. Mais j'ai compris de quoi il voulait parler. Bah, tout de suite, t'as compris. Tout de suite, j'ai compris parce que peu de temps avant, je m'étais pris une belle trempe dans la tronche et je me suis dit, à mon avis, il a dû voir ça. Et il a dû comprendre la situation de faiblesse dans laquelle je me trouvais pour accepter cette situation-là. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, ok, c'est fini. Mais vraiment, j'ai réussi à couper un truc avec lequel j'étais aux prises depuis des années. Tout a changé à partir de ça. Moi, je suis très contente qu'il y ait eu... On y croit, on n'y croit pas. Bref, on s'en fout. Mais toujours est-il que le bienfait était mesurable parce qu'il y a vraiment eu un avant, un après. Et ça m'a... Alors, si je parlais de ma tronche, ça m'a beaucoup soulagée de voir que, ok, vraiment, tu t'étais remis sur les rails. Et je me dis, ok, là, c'est bon. Là, ça va aller. Elle va passer au-dessus de ça. Et puis, on va pouvoir retrouver une vie normale. Parce que quelque part, quand toi, t'as ta sœur jumelle, vu comment on est, fusionnelle, ce que tu vis n'a pas la même saveur si c'est ça. Si on peut pas le partager, tu vois. Et donc quelque on part peut comme le partager, mais t'avais la culpabilité qui rendait le truc un peu... J'ai la culpabilité facile, il faut le dire, hein. Ça, on a été élevés comme ça. Voilà, on a été biberonnés à la culpabilité, comme dirait quelqu'un. Mais bon, voilà, c'est... Malgré tout, je suis assez... Et d'autant plus ici, c'est encore plus fabuleux parce que j'ai l'impression que, voilà, on est sur les rails, on est à deux, on parle à deux, on fait ça à deux, et je veux dire, on vit des expériences, c'est génial, quoi. C'était le point de rencontre, tu vois. Je veux dire, si toute notre adolescence, il y a eu des divergences, etc., là, maintenant, on est revenu en face, tu vois, et on le ressent très fort. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Mais... Est-ce qu'on a des petites, petites anecdotes un peu drôles de cette différence? Je sais pas. Des fois, on n'a pas été raccord. Moi, j'ai le souvenir une fois qu'on revenait de l'école en train. Et je sais plus quoi on parlait, mais on s'était disputé pour quelque chose. Tu m'avais trouvé incohérente pour quelque chose. Je sais plus, on n'était pas d'accord. Et à un moment donné, nous, tous les jours, on remontait... On faisait la route entre la gare et la maison à pied. Et à un moment donné, on se dispute. Et Julia, elle pète un plomb. Elle commence à taper un coup d'accélération. Et moi, j'étais toujours en talon. Donc, bien entendu, je pouvais pas aller aussi vite qu'elle. Donc, du coup,
elle l'avait devant moi, je sais pas moi, 200 mètres. 200 mètres, même pas 200 mètres, même pas. Il y avait 20 mètres qui nous séparaient. Tu pouvais sentir ma haine. Mais je te voyais. À un moment donné, il y a un mec qui est un ami à notre père qui arrive à ma hauteur et qui dit « Ça va ?» Je dis « Bah ça va et toi ?»« Vous êtes disputés ?» Et je dis « Non, non, non. Elle a pris un autre train. » Il y a des trains toutes les secondes qui arrivent à Saint-Guilain. Je disais « C'est pas logique parce que... Allez, il aurait fallu que le train, ouais, il est quoi, 3 secondes de différence pour que on soit aussi proche. Non, non, je te dépose. Non, non, non. Ça va, t'inquiète. Enfoiré, il m'a pas demandé de me déposer. Il a compris qu'il y avait un problème. Il m'a dit, salut, ça va? J'ai dit, bah, ça va et toi? Ouais. Et puis je vois qu'il te regarde comme ça, je dis, oh putain. On était si proches que ça, géographiquement. On a quand même des toutes petites jambes. Ah ouais. Et tu tapais une axelle avec tes ballerines, enfin mes ballerines. Une fois, on s'était disputé. On s'était vachement disputé, mais ça dure toujours 2 secondes. Mais en fait, moi, je le prenais pas au sérieux. Je pensais qu'elle rigolait, je comprenais pas trop. C'était encore parce qu'on avait un dressing tous les deux à la maison. Et que bah, moi, j'étais bordélique et qu'elle avait cette période très Monica où elle devait tout ranger par couleur. Je mettais le fond de bloc de feuilles pour replier mes t-shirts, tu te rappelles? Pour qu'ils soient tous de la même taille. En plus, ça me saoulait parce que quand elle disait, bon, allez, Jou, on s'y met et on range nos vêtements. Ok. Bah attends, il y avait des montagnes de fringues dans notre chambre. Moi, j'étais ok de ranger ce qui débordait, enfin, ce qui était en dehors des tiroirs. Comme toute personne normale, non. Elle, il fallait replier tout ce qui était dans les tiroirs. Il y avait un bordel monstre dans les tiroirs. C'était chiant. Mais excuse-moi, tu vas plier un t-shirt, tu vas le refoutre sur un truc qui est en bordel, ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, deux jours après, c'est de nouveau le bordel. On va quand même refoutre le bordel. Enfin bref, toujours est-il que on n'était pas d'accord. Moi, j'étais d'accord de ranger ce qui était visible, mais pas ranger ce qu'il y avait dans les tiroirs. Et donc, elle avait vraiment gros sur la patate. Et t'as essayé de me frapper. Moi? Non, mais tu pesais vraiment 2 grammes à cette époque-là. Et moi, j'étais quand même plus costaud. Et alors, elle s'est vraiment accrochée à moi. Et là, je t'ai pris dans les bras. Bah, c'est parce que je voulais pas te taper. Bah, non, en fait, t'avais la haine. Ton instinct était de me frapper, oui, mais tu t'es quand même... Comme si j'allais te taper. Et maman arrive à ce moment-là. Mais qu'est-ce que vous faites? Jou, est-ce qu'on ne partirait pas sur notre tribunal bienveillant? C'est le moment du tribunal bienveillant. C'est le moment. C'est pas ce que j'essayais de faire. C'est la fête quand même. Colette, 35 ans. Bon, on sait que c'est un prénom d'emprunt. Le titre, je ressens des différences entre les petits-enfants. Ah, c'est tout? Ah non, c'est le titre. Non, c'est le titre. Alors, je suis maman de 2 enfants. Je m'occupe exclusivement de mes enfants. Je me suis rendue disponible pour leur éducation à 100%, ce qui fait qu'ils ne sont quasiment jamais gardés par mes parents ni par mes beaux-parents. J'ai ce besoin de fusion avec eux et tout le monde est très épanoui comme ça. Nous vivons dans une famille unie, autant de mon côté que celui de mon mari. Ma belle-mère a une place importante dans la vie de mes enfants, mais elle garde ce rôle de grand-mère et rien de plus parce que je le lui ai imposé de cette façon. Ma belle-sœur et mon beau-frère, eux aussi, ont des enfants. Eux travaillent tous les deux et les enfants sont donc la majorité du temps à la crèche et chez cette grand-mère en question. Ah, les enfants de ce couple-là. Ouais, donc sa belle-sœur et son beau-frère ont 2 enfants et ils sont chez la grand-mère ou à la crèche. Elle a gardé ses enfants à elle, quoi. Elle les garde un jour attribué par semaine, plus ils sont très souvent là-bas dès que les parents ont quelque chose à faire. Même eux rendent visite à la maman avec les petits. Mon mari et moi sommes plus casaniers et bien dans nos petites habitudes. Je sais que l'amour envers les 4 petits-enfants est le même. C'est une très bonne grand-mère et toujours présente quand on a besoin d'elle. Mais, il y a un mais, je ressens malgré tout une différence dans le lien. Je comprends bien qu'il soit renforcé du fait qu'ils se voient vraiment beaucoup plus et que les enfants y passent un jour entier par semaine. Mais ils ont leurs affaires là-bas, que ma belle-mère achète elle-même pour eux. Quand on se retrouve tous ensemble en famille là-bas, mes neveux se sentent chez eux, donc mes enfants ne peuvent pas trop toucher aux jouets. Si je les laisse une après-midi, parce que je trouve important de créer des souvenirs avec leurs grands-parents, d'office mes neveux débarquent et donc le moment privilégié ne l'est plus.
Ma belle-mère va se promener avec les petits quand elle les a et leur offre presque toutes les semaines des jouets et des petits cadeaux. Quand elle vient nous rendre visite la moitié du temps, elle ne fait que raconter ce que les autres ont fait. Ce qu'ils mangent, combien ils dorment. Bref, elle vient ici voir mes enfants, mais ne fait que parler des 2 autres. Si par exemple mes enfants sont chez elle, et que par miracle les autres n'y vont pas, elle montre à mes enfants des photos et vidéos des autres petits. On est tous ensemble, je m'occupe de mes enfants, si je dois essuyer leur derrière, aller aux toilettes, changer les couches de la plus petite, tandis que pour ceux qui est des 2 autres, c'est ma belle-mère qui gère tout. Pas parce que l'autre maman ne fait rien, mais parce qu'elle n'a même pas le temps de réagir tellement ma belle-mère est à l'affût. Autre exemple, elle est à la maison et je montre des vêtements que j'ai achetés pour mon fils pour telle occasion. Et elle répond d'emblée « Ah, tu as trouvé ça où ?» Parce qu'elle a des petites étoiles avec le prénom du neveu, je suppose. Il en aurait bien besoin lui aussi. Ou encore, nous sommes partis en vacances ensemble avec mon beau-frère, sa femme et les enfants, tous les enfants réunis donc. Et pendant ces vacances, j'envoyais régulièrement des photos à la grand-mère. C'est une habitude que j'ai et j'ai une bonne relation avec elle. Donc en gros, les infos qu'elle a eues sur eux sont de ma part. À notre retour, elle nous invite tous à manger pour les retrouvailles. Mon mari et moi arrivons les premiers. Elle est contente de voir les enfants, les prendre dans ses bras, et puis se remet à préparer le dîner. Rien d'anormal, quoi. Relation normale et saine. Sauf que, on sonne à la porte, mon beau-frère et sa femme arrivent avec les enfants. À la limite, elle court à la porte. Elle prend les petits à bras, mais avec beaucoup d'enthousiasme. « Oh, mes amours, oh là là, vous m'avez manqué. Mamie a vu toutes vos photos que j'ai envoyées moi. » J'ai vu tout ce que vous avez fait, que vous êtes bien amusés. Oh, restez à côté de mamie, vous m'avez trop manqué. Je ne sais pas ce que j'attends de différent parce que finalement, je n'aimerais pas du tout avoir ma belle-mère aussi intrusive dans ma vie de maman. Et je suis totalement satisfaite de ce rôle, uniquement de grand-mère qu'elle endosse. Mais pourtant, ça me pique à chaque fois que je le remarque. Pour info, mon mari, qui est son fils, l'a remarqué aussi, mais il n'y accorde pas autant d'intérêt. Il dit que du moment que son rôle est tenu, c'est le principal et il n'a pas tort. Je sais pas quoi en penser ni comment réagir ou juste si j'ai raison de ressentir ce petit picotement au cœur. Ouais. Déjà, je salue les détails. Parce que franchement, là, c'était... C'est la seule histoire que j'ai eu autant de détails. Ouais, on comprend bien le contexte. Ouais. Et ça veut d'autant plus dire à quel point ça la lourde. Qu'elle y ait mis autant de détails. Je pense que dans ce genre de situation... Et j'ai presque un accent québécois. Je pense que... Ah, bref, on s'en fout. Je pense que dans ce genre de détails, il faudrait peut-être constater sa situation actuelle et se projeter avec la situation qu'on souhaiterait vivre. C'est-à-dire elle le dit elle-même, elle ne voudrait pas... Elle veut pas une belle-mère plus intrusive. Donc, quelque part, elle éduque pratiquement les 2 autres. La grand-mère. Oui, mais elle les a que 1 jour par semaine. Non, pas les siens. Non, mais c'est pas les siens qu'elle a 1 jour par semaine, c'est les autres. Et au niveau du contexte familial, c'est 2 fils. Ouais. Ok. Et à la base, je posais une question, genre tu connais ces gens, mais pas du tout. Elle est plus proche de l'un ou de l'autre? Moi, je pense que c'est plus par rapport à la maman des enfants. Si la belle-sœur... Oui. Je pense que l'autre belle-sœur, après, elle en parle pas beaucoup, tu vois. Mais je pense que tout se joue là, parce que c'est pas une question de ce sont les enfants de ma fille ou les enfants de mon fils, parce que là encore, on pourrait imaginer que la maman est plus proche des enfants de sa fille que de son fils, possible. C'est ça, Anju. Quand la belle-mère, elle va plus se retrouver dans la manière dont sa fille va être mère que dans la manière dont sa belle-fille va être mère. Ouais. Si, Anju. Ok. Mais quelque part, je pense que il y a un certain antagonisme si c'est une grand-mère fort présente et que la mère est très présente. Peut-être que la grand-mère comble quelque chose en ce qui concerne l'autre couple et les autres enfants. Non, c'est juste que l'autre belle-fille lui laisse avoir un rôle. Mais voilà, elle comble. Ouais, et en fait, cette femme-là, elle sait être grand-mère que d'une seule manière, en réalité, en étant très présente. C'est-à-dire c'est difficile pour une grand-mère d'aimer tout le monde s'ils n'ont pas le même lien. Pas parler de lien, mais de rapport. Tu vois ? Elle éduque à 100% ses enfants. C'est-à-dire que 100% du temps, les enfants sont avec elle. C'est-à-dire qu'ils sont comme leur maman. En parallèle, les enfants de l'autre couple sont au moins, d'après ce que j'ai cru comprendre, 1 jour par semaine. 1 jour par semaine avec la grand-mère. Quelque part, elle apporte un peu de ce qu'elle est dans leur éducation. Et ça dérange.
Mais en fait, elle le dit, je crois qu'elle est un peu emmerdée par son sentiment, cette personne qui nous explique ça, parce qu'elle est très rationnelle en disant qu'elle sait très bien que si elle voulait que ses petits-enfants aient le même rapport que ses neveux avec la grand-mère, il faudrait qu'elle permette plus de place à la grand-mère. Ouais, ça implique l'avoir à se baraque. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir à la maison, il faut y laisser des enfants. Parce que, regarde, quand elle dit c'est moi qui gère le change si on est chez mes beaux-parents. Tandis que l'autre, c'est elle qui laisse gérer à la grand-mère le change des enfants quand ils sont chez les beaux-parents, aux fêtes de famille. Bah ouais, mais bon, elle semble pas demander le contraire, quoi. Mais non, mais peut-être qu'en fait, dans ses automatismes à elle, elle intervient trop vite. Peut-être qu'en fait, elle se rend pas compte qu'elle laisse pas de place à la grand-mère. Peut-être même que c'est dans sa personnalité à elle, parce que tu vois, elle dit j'ai quand même un bon rapport avec elle, je lui envoie les photos, donc elles ont une certaine proximité, mais je pense, ce que je comprends, c'est que il y a un un ordre qui s'est établi et que la grand-mère oserait à peine prendre le rôle de sa belle-fille vis-à-vis des enfants. Oui, donc je pense aussi que c'est une question de caractère. Peut-être qu'elle en impose un peu plus que l'autre belle-sœur qui est peut-être plus en retrait et qui du coup laisse plus de place par la force des choses. Maintenant, pourquoi pas lui en parler? Oui, après c'est ce qu'elle nous demande. Elle nous demande notre point de vue. Moi, à sa place... Alors, il y a deux possibilités. Deux issues après lui avoir parlé. Soit la belle-mère est pas du tout compréhensive et donc du coup, c'est un peu dommage, mais il va rien se passer de très positif parce qu'elle va se fermer. Soit elle va agrandir son cœur et elle va donner un peu plus de place à ses propres petits-enfants. Donc l'issue, elle est celle-là. Ou alors, il n'y a pas de conversation, parce que la fille, après, on ne connaît pas la belle-maman, mais il n'y a pas de conversation possible. Et donc, en fait, la belle-fille s'en fait une raison. Et en fait, elle prend juste le positif de cette situation, à savoir, j'ai la paix chez moi. C'est ce que je me pose comme question. Non. Est-ce qu'il y a un monde où il est possible de vivre tout ça, savoir se marier, avoir des enfants, et ne pas être lourdé par quoi que ce soit? Non. C'est terrible quand même. Mais oui, mais bien entendu, c'est impossible, parce que quand tu te maries, tu fais ta vie, tu construis ta famille, tu vois les choses à ta manière à toi. Et toute personne qui vient juste être présent, apporte forcément sa vision des choses. Et toute personne qui a un rôle auprès de ton enfant a sa vision des choses. On peut ne pas être d'accord, mais bon, je veux dire, plus tu es en confrontation avec les personnes dont tu partages pas la vision, plus c'est lourd, tu vois. Parce que si tu donnes ton enfant un jour par semaine, 2, 3, 4, à quelqu'un d'autre, tu dois accepter que ce soit sa méthode à lui qui prévaut sur la tienne, au moins ce jour-là. Non, ça, je suis pas d'accord. Bah si, Dou. Quand bien même tu vas lui dire, on fait pas ça comme ça, parce que c'est moi qui l'ai décidé, la belle-mère ou autre personne qui va garder ton enfant va dire, ok, tu peux être sûr que ce que tu vas lui dire, ça va rentrer là et ça va sortir là. Tu vois, ça, je suis pas d'accord, parce que alors ça veut dire que tu considères pas la personne que tu as en face de toi. Mais même pas spécialement. Mais si, quand même, ta belle-fille te dit écoute, je préfère que tu fasses pas ça comme ça pour le bien de l'enfant. Et toi, t'en as rien à foutre. Comment veux-tu, Dou? Moi, je suis certaine d'une chose. Ta belle-mère, déjà, en théorie, elle a le double de ton âge. Théorie, ouais. En théorie. En théorie, elle a eu des enfants avant que toi tu en aies, vu que... Voilà. Donc, la personne, avec toute la bienveillance, avec toute la gentillesse et la bonne foi, bonne volonté, tout ce que tu veux, elle part du principe qu'elle sait et que tu sais pas. Oui, mais alors on est quand même d'accord que alors, ça revient à tomber dans des schémas qui foutent la merde. Mais ça fout la merde quoi qu'il arrive. Regarde avec l'autre. Elle dit que voilà, c'est elle qui gère ça. Donc, elle dit, il en aurait bien besoin. Peut-être qu'à l'autre belle-fille, ça l'emmerde que elle se mêle autant. La belle-mère se mêle autant, tu vois. Donc, c'est des schémas de merde. Parce que, mais c'est simple, la famille, c'est un schéma de merde. C'est un truc auquel on peut tous tenir très fort et avoir comment dire, on a un lien avec les membres de notre famille. Et elle n'a pas dit la famille c'est de la merde. Hein. Elle a dit la famille est un schéma de merde. Ah oui, non, bien entendu. Non, mais je dirais, on peut reconnaître que dans toutes les familles, il y a des dynamiques qui créent des conflits, il y a des dynamiques qui créent des problèmes. Et en fait, je veux dire, on est tous en train d'essayer de trouver notre place dans ce microcosme qu'est la famille, qui représente la société à une échelle plus petite. Mais c'est difficile. Comment tu t'exprimes auprès de ta belle-mère? Comment tu prends ta place? Elle, par contre, elle a su prendre sa place. Elle l'a très bien prise. Mais elle l'a tellement prise qu'aujourd'hui, elle en souffre.
faut pas trop en demander, chérie. Mais c'est ça, Là, excuse-moi, mais tu te plains un petit peu d'Aise. Bah non, elle ne se plaint pas d'Aise, mais... je pense qu'elle a peur pour ses enfants qu'ils soient pas aimés autant que les Oui, deux autres. oui, forcément qu'ils le ressentent, quoi. Qu'ils se sentent moins... qui n'ait pas la même importance que les deux autres. Ça je peux comprendre, mais voilà, moi, mon idée, ce serait de me dire, tiens, ça, cette situation me dérange, et je l'ai pas toujours fait dans ma vie, et je le regrette. Mais donc maintenant, je me dis ça. Quelque chose me dérange, je me projette dans une situation où ce serait exactement l'inverse. Enfin, à savoir si la situation me conviendrait, et j'essaye d'analyser un peu par rapport à tout ce que ça implique, tous les changements que ça peut provoquer, et je me rends compte que ça, non, ça c'est pas... Forcément, quand tu modifies un point, des autres vont se modifier, et forcément, ça va pas forcément... comment dire, ça va pas forcément dans ton sens, c'est pas forcément ce que tu cherches. Donc quelque part, je pense que, comme tu l'as souvent dit, ma sœur, le mieux est l'ennemi du bien. Et je pense que malgré tout, s'il y a cet équilibre-là, je pense qu'il faut préserver cet équilibre, ou peut-être simplement en parler, mais probablement que c'est peut-être que cette dame, elle ne se rend même pas compte de ça. C'est certain. Je pense qu'elle s'en rend pas compte. Ou alors simplement, elle a capté que une des deux jouait très bien son rôle, parce qu'elle trouve que sa belle-fille fait très bien son rôle. Ouais, maintenant, quand t'es maman, quand t'es une jeune maman, que t'as des enfants, que t'es fatiguée, quand t'arrives à un endroit et qu'on te dit tu veux que je change de petit, s'il te plaît. Ouais. Mais bon, pas partout, pour résumer, moi je pense que soit elle en parle, et aussi elle en parle pas, qu'elle s'en acquitte et qu'elle voit le positif de sa situation, ce qu'elle est parvenue à faire. Comment elle s'appelle, Colette? Colette, moi je te donne un conseil. Ne dis rien. Ne dis rien. Ouais, c'est vrai. Parce que ça, sincèrement, ma puce, ça va foutre le bordel. Toi tu te dis, allez, moi je suis quelqu'un, je suis sincère, je dis ce que je pense, j'ai sur le cœur, mais je suis aimante, j'adore ma belle-mère, c'est quelqu'un de génial. Tu te dis ça, tu dis une simple conversation va pouvoir ajuster les choses. Peut-être. Mais je ne te le garantis pas. Après, je veux dire, il faut pas non plus qu'elle en fasse un sujet de fond avec son mari, tu vois. Non. Au moins, ils sont d'accord. Ils l'ont remarqué. Donc, en fait, mon sous-conseil serait que ton mari dise quelque chose, mais toi, reste en dehors. Reste en retrait, s'il te plaît. Tu n'es que la belle-fille. Et tu ne seras toujours que la belle-fille. Ah, donc... Que la fille sera pas. Tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre je sais pas moi, s'il émane quelque chose de positif de toi, tu vas le perdre. Tu vas perdre ta lumière. Ça ne sert à rien. Mets-toi en retrait, ton mari t'a compris, c'est le principal. S'il veut avoir une conversation avec sa mère, il l'aura parce qu'au moins c'est sa mère, il la connaît, et de toute manière, même s'il prend pas de gants, contrairement à toi, on ne lui en voudra pas. Toi, va t'en vouloir. Donc voilà, c'est vraiment un conseil qui vient du from the bottom of my heart. C'est ça. Reste en retrait, chérie. Allez, arrête avec ça. Julia, je pense qu'on a terminé ce 3e épisode de Twin Talk. Les amis, abonnez-vous. C'est hyper important pour nous. On a eu plein d'abonnés au premier épisode, ça nous a fait tellement plaisir. Surtout, n'hésitez pas à aller voir le premier et le deuxième. Le premier, c'était un peu les présentations, le premier tour de chauffe, on va dire. Le deuxième, c'était avec Pierre Jonas, c'est médium qui nous a bluffé. C'était vraiment génial. Écrivez-nous vos histoires sur Instagram, c'est hyper important pour notre tribunal bienveillant. Donc, mettez-nous... Je sais jamais comment on dit. Tu sais, quand il faut mettre des 5 étoiles. Et des évaluations. Une évaluation. Voilà. Positive. Et voilà, soutenez-nous parce que s'il y a du soutien, on va continuer. Blague à part, franchement, c'est un moteur pour nous. Pendant une semaine, on a regardé les stats tous les jours. Ah ouais, on était vraiment... Enfin, moi, déjà, il faut savoir que j'arrêtais pas de te dire à ma soeur, c'est vraiment aujourd'hui que tu vas poster? Bah ouais, Jou, tantôt. T'es vraiment sûre que tu vas poster aujourd'hui? Bah oui, pourquoi tu m'emmerdes? Et j'étais hyper... En fait, j'avais vraiment très peur de l'accueil qu'on pourrait nous réserver, mais finalement, ça s'est super bien passé. Ouais, c'est assez addictif, donc n'hésitez pas. Moi, c'est vrai que je suis pas hyper... je réagis pas tellement aux commentaires, mais je vous lis et je réagis en mon fort intérieur. Tu n'as pas de community manager? Ben non. Moi non plus. C'est moi qui le fais. Bah, tu pourrais mal le faire. Quoi?
Mais réponds au message, c'est vrai, réponds aux commentaires. Ouais, je vais essayer. Allez, bisous les filles. Bisous. Et à la semaine Prochaine.